Bon, donc ma mère était à l'époque une artiste en pleine activité, une des artistes françaises les plus connues de la chanson. Elle n'avait pas eu d'enfant parce qu'elle considérait que son métier ne lui permettait pas d'être en même temps mère, et là elle était arrivée à un point où elle avait considéré qu'elle pouvait s'organiser, donc elle a désiré avoir un enfant, avec les risques que ça pouvait comprendre à l'époque, parce que ce n'était pas évident. Et elle a décidé, ça n'a pas été un accident, si vous voulez, voilà. Et donc et après ça, les événements ont fait qu'il n'était pas question qu'il y en ait d'autres, bien entendu. Mon père était aviateur, mon père était un officier, était un pilote d'essai et officier de carrière, et ils se sont rencontrés lorsque ma mère allait, comme chaque année, chanter à l'époque en Afrique du Nord, à Fès, au Maroc, et lui était basé là-bas, et voilà. Et l'histoire a été un peu amusante parce qu'il est venu faire des loopings au-dessus de l'hôtel, avec la terrasse de l'hôtel, quand il avait été l'entendre la veille au soir. La veille au soir, il était dans la salle au premier rang. Elle avait fait des grands sourires aux personnes qui étaient à côté de lui, qui étaient des amis à elle. Il avait cru que ça s'adressait à lui. Il est venu lui demander une photographie, ce qui n'avait rien d'original. Et le lendemain, il est venu avec son biplan faire des loopings et jeter une gerbe de rose sur la terrasse. Donc évidemment, ça a été le départ de leur roman d'amour qui a été assez tumultueux par la suite, mais enfin qui a eu pour conséquence que je suis venu au monde, voilà. Ils ont été des amants terribles et des époux indifférents, voilà ce qu'on peut dire. En fin de compte, le mariage, pour eux, a été quelque chose qui n'a été justifié qu'à cause de ma naissance et beaucoup plus tard. Ma mère était une femme très indépendante. Elle ne battait pas, ne faisait pas campagne, elle n'était pas féministe avec un drapeau au bout du bras, mais toutes les décisions qu'elle a prises dans sa vie étaient celles d'une femme libre et indépendante. Elle avait eu des exemples d'artistes qui s'étaient mariés et dont les maris avaient voulu les empêcher d'exercer leur métier, ou elle n'imaginait pas, au point où elle en était de sa carrière, d'avoir à demander si elle épousait, si elle avait un mari, de lui demander l'autorisation de signer un contrat, et qu'il puisse même le lui interdire. Donc elle lui a annoncé qu'elle ne l'épouserait devant le maire que lorsque les lois seraient changées, ce qui était le cas. En revanche, elle l'avait épousé autrement, puisqu'elle l'avait épousé religieusement au Portugal lorsque nous étions... mais là, on part un peu dans tous les sens, donc si vous voulez, on va avoir du mal à me suivre. Donc je suis né en 1938, comme je vous l'ai dit, et ensuite, les événements ont fait que la guerre est arrivée un peu plus d'1 an après, et que ma mère avait signé des contrats pour aller chanter en Amérique du Sud. Elle devait aller en Argentine et au Brésil. Et mon père, comme je viens de vous le dire, étant officier, étant militaire, lui a dit qu'il n'était pas concevable, au moment où la guerre était certaine d'éclater, qu'elle me laisse à Paris. Donc elle m'a, d'une manière improvisée, emmené avec elle, avec la nurse, avec le pianiste qui était son pianiste habituel et qui l'a lâché en route parce il a été mobilisé, il a dû descendre à Dakar. Et la personne qui la suivait, qui m'a ensuite, qui s'est occupée de moi ensuite et qui était en principe consacrée, c'était une artiste qu'elle avait, une amie artiste qu'elle avait connue quand elle travaillait, quand elle jouait en troupe, et qu'elle avait ensuite, à qui elle avait demandé si elle voulait la suivre, si elle pouvait la suivre. Elle a été, évidemment, elle s'est entièrement dévouée ensuite à elle, puisqu'elle a même refusé, elle devait... René Clément, le metteur en scène que vous connaissez, qu'elle avait connu très jeune, voulait l'épouser, elle a été obligée de lui dire non, parce qu'elle ne voulait pas me laisser. Et ensuite, évidemment, elle a été d'un dévouement complet, et elle ne m'a jamais quitté. Elle est venue, elle a vécu avec nous toujours, et quand ma mère a disparu en 1972, et Sylvie, puisque c'était son prénom, qui vivait près de moi, est restée dans cet appartement où je suis, pendant 20 ans, puisqu'elle a disparu elle en 1993. Elle était plus jeune que ma mère. Donc, du Brésil, ma mère a voulu revenir en Europe, ce qui était complètement invraisemblable, alors qu'elle avait des contrats, on lui offrait
on l'appelait à New York et au Canada, où elle n'était jamais allée, où on la réclamait déjà depuis des années, où elle a fini par aller que dans les années 50. Car elle avait horreur de l'avion, donc il aurait fallu prendre ce qu'on faisait à l'époque, donc des bateaux. Et revenue au Portugal, pour revenir en France, à ce moment-là, donc, le fameux mariage religieux a eu lieu au Portugal parce que ça n'avait aucune signification au point de vue des droits. Et donc mes premiers souvenirs, je reviens à la question que vous m'avez posée, c'est quand elle est arrivée au Portugal, évidemment, elle a été immédiatement engagée pour donner des récitals, ce qui n'était pas prévu. Et là, je suis allé, peu de temps après, là j'avais encore la nounou avec moi, on m'a emmené dans la salle et je suis allé l'entendre. Bon, je ne savais pas, évidemment, mais là c'est un souvenir, ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Elle chantait une chanson qui s'appelait « Oh maman », et moi, dans la salle, quand elle a dit « Oh maman », j'ai crié « Oh maman », elle était tellement surprise qu'elle s'est arrêtée. Effectivement, le public a compris de quoi il s'agissait. Je pense, je crois, mon premier souvenir, c'est ma mère en scène à l'âge de... j'avais à peine 3 ans. Voilà. Oui, 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'elle a poursuivi sa carrière, arrivée au Portugal, évidemment, elle a été, oui, sa renommée était telle que, bien qu'elle ne soit peut-être pas, elle était allée chanter en Espagne, avant la guerre, elle allait à Barcelone, entre autres, mais je ne suis pas certain qu'elle ait chanté déjà au Portugal, je n'en sais rien, pour vous dire la vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été immédiatement, elle a joué, elle a donné des tours de chant, en plus, que pendant qu'elle était à Rio, elle avait appris le portugais, donc elle chantait quelques chansons en portugais aussi. Pour la suite, donc, il a fallu, elle a décidé, comme elle avait une volonté farouche de revenir en France, elle était malheureuse d'être privée d'être loin de la France. Et elle a cru, naïvement, qu'elle pouvait revenir dans la partie, en zone libre. Elle savait, malgré tout, parce qu'il faut quand même que je vous l'explique ou que je dise au départ que ma mère, bien que n'ayant pas été élevée dans la religion juive, était juive 100%, puisque ses parents étaient venus de Pologne. Elle est née à Paris, ainsi que ses frères et sœurs, mais eux, ses parents étaient arrivés de Pologne avant sa naissance, et avaient été naturalisés. Et elle était française, elle se sentait vraiment tellement française et même elle disait elle-même, je suis parigote. Donc elle voulait à tout prix revenir en France. Pour raccourcir, nous avons fini par arriver à Marseille, en traversant l'Algérie. Et à Marseille, elle a décidé de s'installer à Nice, où elle a pu vivre. Nous avons vécu à Nice pendant 1 an et demi. Et elle a quitté Nice pour pouvoir, par un miracle, elle a eu un contrat pour aller chanter à Genève. Elle a pu avoir le visa, et à Genève, elle était à Genève quand la zone libre a été envahie après le débarquement des Américains en Afrique du Nord en novembre 1942. Je la suivais partout. Elle ne pouvait pas faire autrement. Mon père ne pouvait... D'abord, elle n'aurait pas admis. Elle voulait absolument m'avoir près d'elle. Et la plus grande douleur pour elle était de me laisser quand elle partait. Donc elle avait cette personne qui la suivait et qui ensuite ne s'est occupée que de moi. Donc quand elle partait seule pour donner, quand nous étions à Nice, elle est allée chanter dans toute la zone libre. Elle a joué à Lyon, à Toulouse, dans toutes les villes qui étaient restées pendant les années 41-42. Elle a eu cette possibilité, oui. Alors mon père a été démobilisé, il est resté évidemment, lui il restait à Paris, il avait essayé de se reconvertir, et il venait de temps en temps à Nice nous voir quand nous y étions. Il était venu nous rejoindre au Portugal, puisque c'est là qu'ils se sont mariés religieusement. Donc il était venu au Portugal, et après lui il s'est installé à Paris, nous étions à Nice, mais il venait encore de temps, il venait régulièrement. Puis, quand il a vu que les choses étaient possibles, il a décidé de rejoindre la France libre. Il est parti par l'Espagne à pied, il a été arrêté 3 fois il s'est évadé, et il a fini par se retrouver à Alger pour rejoindre De Gaulle en 1944, et après ça, les chemins ont été très... Il est rentré, il est reparti pour l'Indochine, il n'a jamais été présent, si vous voulez.
par la force des choses. La guerre n'aurait pas eu lieu si c'était différent. Mais par les événements de la guerre, et sans doute aussi par les raisons qui les ont menés à avoir une certaine mésentente, il a été très absent. Je n'ai pas eu l'affection d'un père, puisque les événements n'ont pas été dans ce sens, mais j'ai eu une mère vraiment débordante peut-être trop, c'est possible d'ailleurs. Mais enfin, doit-on se plaindre d'être trop aimé? Je ne le pense pas, mais en tout cas, je l'ai été. Si vous voulez, sa carrière a commencé, je ne veux pas raconter sa carrière, mais elle est arrivée, elle était comédienne d'abord, et elle est devenue et chanteuse d'opérette, et puis elle a eu un accident vocal. À la fin des années 20, elle a cru qu'elle ne pourrait plus chanter l'opérette, et elle s'est reconvertie, sa voix étant revenue, elle s'est reconvertie dans la chanson, et là, tout d'un coup, elle a explosé, on peut dire vraiment explosé, en donnant un tour de chant à l'Olympia, qui a été vraiment un événement marquant, non seulement dans sa carrière, mais dans l'histoire du spectacle du musical. Et à partir de là, sa carrière a été en flèche. Elle a joué des revues au Casino de Paris, et puis il y a eu l'ABC, qui était le musical le plus important de Paris, qui a été ouvert par elle pratiquement au moment de 1934. Donc elle a créé Mon Légionnaire en 1936. Elle était au sommet de sa carrière lorsque je suis né, là au sommet vraiment. Elle n'avait pas sans doute un sens politique très... D'ailleurs, je crois qu'elle n'était pas la seule. C'est un domaine dans lequel il serait très long et très important peut-être de développer les raisons, mais pendant toute l'avant-guerre, elle avait prêté son concours à de très nombreuses œuvres de bienfaisance. Elle était une des artistes, sans doute, qui était parmi les plus sollicitées et qui répondait « oui, présent ». Et notamment la Général Weygand. Le Général Weygand était à l'époque, donc le Général Weygand était devenu le chef des armées au début du gouvernement de Vichy. Et la Général Weygand était, et à ce moment-là, il était à Alger. C'est la raison pour laquelle de Lisbonne, nous sommes partis d'abord pour Fès, qui était la ville où justement mon père et ma mère s'étaient connus. Mais elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas rester, qu'elle ne pourrait surtout pas gagner sa vie en restant en Afrique du Nord. Donc c'est là qu'elle a souhaité, en plus, immédiatement rentrer en France. Et la Générale Weygand, qu'elle a pu joindre, lui avait donné avait écrit une lettre où elle demandait qu'on lui favorise, qu'on lui permette d'exercer son métier dans les meilleures conditions, et une lettre qu'elle avait même écrite pour le très récent commissaire aux affaires juives qui avait été nommé et qui s'appelait Xavier Vallat, avant celui qui était pire encore, qui était Darquier de Pellepoix, qui lui a succédé. Mais Xavier Vallat, elle n'a jamais été le voir, mais elle avait dans son portefeuille une lettre lui demandant d'aplanir toutes les difficultés pour elle, et elle avait considéré que si on lui donnait si on voulait lui chercher des noix, ça pourrait évidemment faciliter. Elle n'a pas été, je dois le dire, elle n'a jamais eu, pendant toutes les représentations qu'elle a données en France, en zone libre, elle n'a jamais été empêchée, ni son travail n'a pas été perturbé. Elle a pu gagner sa vie. Mal, beaucoup moins bien. Ça n'avait rien à voir avec les cachets qu'elle avait en temps normal. Elle voyageait, quand elle voyageait avant la guerre, quand elle partait en tournée, elle partait avec sa voiture, son chauffeur, son pianiste, et dans des conditions évidemment financières excellentes. Là, elle voyageait en train ou dans des cars, avec des conditions qui étaient aussi liées naturellement à celles de la guerre, c'est-à-dire des trains bondés, des repas difficiles à pourvoir, mais elle le faisait parce qu'elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle gagne sa vie, et mon père ne pouvait pas, étant lui-même déjà démobilisé, il n'était pas question qu'elle puisse compter sur lui. Nous avons pris l'hydravion.
pour aller de Lisbonne à Tanger. On avait repris le bateau, naturellement, ça j'ai aucun souvenir, pour revenir de Rio vers le Portugal, mais pour venir là, j'en ai un très bon souvenir, l'hydravion de Lisbonne à Tanger, puis de Tanger nous sommes passés donc par Fès, de Fès nous sommes allés jusqu'à Alger. Bon, là j'ai des souvenirs de train, vaguement des trains de nuit, mais en revanche, l'hydravion, nous l'avons repris un hydravion d'Alger pour Marseille, et ça je m'en souviens, oui. Très bien. Parce que Nice était une ville beaucoup plus, pour elle, plus souhaitable pour vivre que Marseille. Il y avait beaucoup, il devait y avoir, sans doute, elle avait son frère, qui a été également, qui est devenu son impresario. Son frère vivait à Nice, et sa sœur aussi, sa sœur qui a disparu tragiquement pendant la guerre. Mais ce sont les raisons, sans doute, qui ont décidé. Et là, il y avait un hôtel qui s'appelait l'hôtel Félix Faure, qui était pratiquement sur les jardins Albert Ier. Et là, nous avons loué plusieurs chambres et nous sommes installés pendant de juin 41. Moi, j'y suis resté de juin 41 à février 43. Quand elle a été en Suisse, là, j'ai été privé d'elle, évidemment, pendant plusieurs mois, puisqu'elle est partie fin octobre 42, donc j'avais 4 ans. Et je ne l'ai rejointe qu'en février 43, grâce, alors là c'est un événement aussi assez extraordinaire, elle avait pu obtenir, elle avait établi des amitiés, elle a eu le droit de rester d'abord en Suisse, étant venue avec un contrat. Elle n'a pas été considérée comme une réfugiée, ce qui en Suisse aurait entraîné le fait qu'elle soit à ce moment-là vraisemblablement peut-être internée dans des camps de réfugiés, comme il y en avait, ce qui était le cas par exemple pour une amie à nous, une artiste qui a fait son chemin après, qui était René Lebas, qui n'avait pas eu le droit non seulement d'exercer son métier, mais qui avait dû être interné dans des conditions qui étaient évidemment des conditions qui n'avaient rien à voir avec les camps d'internement allemands, vous imaginez, c'était des camps de réfugiés, mais elle a épousé un Suisse et puis elle est sortie. Ma mère, non, elle a eu le droit immédiatement, elle a eu des propositions, elle a pu donc travailler. Encore une fois aussi dans des conditions financières qui n'avaient rien à voir, puisque la Suisse, pendant 2 ans, a travaillé dans un pays, certes très accueillant, mais d'une dimension qui ne permettait pas beaucoup de faire autre chose que des récitals dans des villes de moyenne grandeur, si ce n'est Zurich, Genève et Bâle. Et donc, arrivée en Suisse, elle a pu jouer tout le temps. Mais à ce moment-là, elle avait connu un médecin de Genève qui a pu venir à Annemasse, où j'étais venu avec Sylvie. Nous étions venus, ma mère avait tout aplani naturellement avant. Il y avait des moyens de communication par des gens qui écrivaient. Enfin, c'était un peu mystérieux, mais elle pouvait garder le contact et elle avait dit à Sylvie, il faut que tu viennes avec le petit à Lausanne. Elle vivait à Lausanne à ce moment-là. Et nous avons vécu à Lausanne d'ailleurs pendant les 2 années de guerre. Mais elle a dit, il faut que tu viennes à Annemasse. Et là, un médecin de Genève viendra le chercher et pourra le faire passer à la douane. Je ne suis pas passé de nuit, comme on voit dans certains films où les gens allaient ensuite. Non, il est venu me prendre à l'hôtel où nous étions à Annemasse. Et à 2h de l'après-midi, devant les douaniers italiens, car je n'ai pas vu les Allemands, heureusement. Les Italiens occupaient Nice, d'ailleurs, au moment de l'invasion de la zone libre, et également la Savoie. Et donc, là, les Italiens étaient évidemment infiniment plus accommodants que si ça avait été déjà à ce moment-là les Allemands qui sont venus remplacer les Italiens lorsque Mussolini a été renversé par le roi Victor Emmanuel, lorsqu'il y a eu le renversement d'alliance avec l'Italie. Et là, évidemment, les Allemands ont envahi les zones que les Italiens occupaient. Et c'est là où les pires horreurs sont arrivées. J'ai eu une masténite qui a failli d'ailleurs me coûter la vie. Là, mon père est descendu, là, mon père est venu de Paris, il est venu s'occuper de moi.
Mais j'ai été opéré à Nice, j'ai eu une mastodite qui allait tourner en méningite. Il n'y avait pas à l'époque naturellement de pénicilline. Et j'ai été soigné. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai dû passer la douane pour aller en Suisse, on m'avait dit qu'il fallait que j'ai l'air très... il avait expliqué que j'étais très gravement malade et qu'il fallait m'opérer d'urgence. Donc ce n'était plus le cas, j'étais guéri. Mais on m'avait recommandé de jouer la comédie, et je crois que j'ai bien joué. On m'avait rebandé la tête, je crois, j'imagine, que je l'avais vu pendant plusieurs mois. Et puis on m'avait dit de prendre l'air complètement écrasé. Et voilà, il s'est arrêté, je me souviens, on s'est arrêté. Je me souviens de la voiture, c'était le jour de mes 5 ans. Et là, on était une petite Simca 5, donc une voiture à 2 places. Et puis, il est arrivé devant les douaniers, il m'a dit de ne pas bouger, de rester absolument inerte. Il est allé voir les douaniers, on a redémarré, on est arrivé à Genève, chez des amis que ma mère connaissait, qui étaient des libraires très célèbres à Genève. Ma mère était superstitieuse, elle avait dit, elle n'avait pas voulu venir. Alors elle jouait à Lausanne à ce moment-là, parce qu'elle n'a pas arrêté. C'est une femme qui n'a jamais arrêté de travailler. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes de son métier qui aient eu des calendriers aussi remplis qu'elle. Que ce soit pendant les années glorieuses, que ce soit pendant la guerre, que ce soit encore. Alors quand elle est revenue, elle a repris une carrière, dont je vous en dirai un mot tout à l'heure, qui a été exceptionnelle. Pendant au moins encore 10 ans, elle a regagné sa vie magnifiquement. Et puis les toutes dernières années ont été nettement plus difficiles. Comme elle s'était refusée à enregistrer aucun disque, alors là, c'était évidemment suicidaire d'une certaine manière pour quelqu'un d'autre qu'elle, si elle n'avait pas été précédée par le succès et le nom qu'elle avait rendu célèbre, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui auraient tenu le coup. Elle faisait un peu de... Alors la télévision a été, en revanche, tout d'un coup, quelque chose il fallait la voir. C'était une femme qui... Mais malheureusement, aujourd'hui, je précise que si on ne se souvient pas d'elle d'une manière aussi juste et aussi importante que ça devrait être, puisqu'elle était vraiment... enfin, l'artiste... Il y avait quelques... Il n'y avait pas tellement de noms de premier plan. Il y avait, évidemment, Mistinguett et Maurice Chevalier, donc là je fais une incise, mais il y avait de sa génération à elle, un peu plus âgé, Damien Fréhel, et de son âge, Lucienne Boyer, Lise Gotti, qui était une immense vedette et une très grande artiste, et comme on se souvient, alors encore moins bien, et c'est très injuste. Et puis elle, qui était vraiment les artistes qui étaient... et dans les hommes, il y avait également Georgius, qui était un auteur, interprète excellent, et dont on se souvient mieux. Alors, ceux qui ont fait du cinéma, ça était très important. Elle a refusé. Elle a signé plusieurs contrats de films, dont elle devait jouer naturellement le premier rôle, notamment un film avec Raymond Bernard. Raymond Bernard, entre parenthèses, c'est lui qui a tourné Les Misérables et Les Croix de Bois, un très grand metteur en scène. Le film a été annoncé dans la presse, elle devait avoir Jean Murat comme partenaire. Et puis au dernier moment, alors là peut-être un peu de ma faute, car je crois que ça a coïncidé au moment où elle est tombée enceinte. Ce qui a peut-être été la raison pour laquelle elle a annulé au dernier moment. Mais elle n'a pas fait de cinéma. Il y a des images d'elle filmées, bien entendu. Elle a fait un court-métrage lorsqu'elle a créé Mon Légionnaire. Faut-il le rappeler, Mon Légionnaire est une chanson évidemment qu'on connaît aujourd'hui, non seulement par Piaf, mais également par Gainsbourg. Mais celle qui l'a rendue célèbre et qui a été la première interprète, c'est Marie Dubar, bien entendu. Mais ça a été un peu gommé parce que l'histoire a été racontée. Comme il se trouve qu'Édith Piaf a été son admiratrice la plus fervente, la plus fidèle et la plus démonstrative, je pense que leur amitié n'a pas été... Elles avaient à la fois de l'affection l'une pour l'autre, mais aussi une admiration réciproque. Mais Édith a dit que si elle n'avait pas vu Marie... C'est en voyant Marie Dubar sur scène qu'elle a appris son métier d'une part, et surtout qu'elle a compris ce que c'était que l'art du tour de chant, et qu'elle dit, j'ai copié, je retrouve, elle le dit elle-même dans un entretien où elles étaient ensemble chez elle, j'ai retrouvé beaucoup de gestes de Marie, non pas que je l'ai copié, mais elle m'inspirait si fort, elle a été, pour moi, l'artiste, ça a été la rencontre déterminante de ma vie, dit-elle. Ce n'est pas peu de choses de la part d'une artiste comme Piaf.
Donc, si vous voulez, mais quand Piaf a repris le Légionnaire et également le Pavillon de la Légion, puisque c'était les deux chansons que ma mère avait enregistrées, là, le disque est paru, Dieu merci quand même. Eh bien, pendant toutes les années d'avant-guerre, c'était une chanson de Marie Dumas qui était chantée par Édith Piaf, par Germaine Sablon, par Jeanne-Pierre Live, d'autres artistes de l'époque qui l'ont enregistrée. La guerre, non seulement a fait disparaître Marie Dumas des scènes parisiennes, mais elle a été interdite complètement à la radio. On n'a plus entendu une seule fois l'enregistrement de Marie Dumas avant Légionnaire pendant toute la période de l'occupation. Et lorsqu'elle est revenue et qu'elle a fait donc sa rentrée à Paris, à l'ABC, en janvier 1945, il y avait 5 ans c'était passé sans qu'on l'a... Alors on l'avait, certes, on l'avait vu en zone libre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais à Paris, non. Et là, il y a eu vraiment une coupure quand même par rapport au public. Et non seulement on ne l'avait pas vu, on ne l'avait pas entendu. Donc elle est revenue sur le prestige de son nom et du souvenir que les gens... Et donc, elle a été accueillie magnifiquement, mais il n'en est pas moins vrai qu'il y avait une partie du public jeune qui venait de s'intéresser au spectacle et qui ne l'avait pas connu. Et donc ça a été là. Et là vraiment, il y a eu une difficulté pour elle, ce qui ne l'a pas empêché de repasser. Elle est repassée à Paris entre la période de son retour et le moment où elle est tombée malade, où elle s'est arrêtée en 1958. 18 fois à Paris, elle a été tête d'affiche dans des spectacles, soit autour de choses, soit au théâtre, puisqu'elle a été également... elle était comédienne, donc elle a voulu reprendre... elle avait joué la Dame de chez Maxime pendant la guerre, par exemple. Elle avait fait une tournée avec la Dame de chez Maxime, qu'elle n'a pas joué à Paris, mais qu'elle a joué dans toute la partie, dans toutes les villes dont je vous parlais tout à l'heure. Mais alors à Paris, à son retour, après avoir fait plusieurs passages à l'ABC, à Bobino, elle a voulu jouer le Petit Café, qui est une pièce de Tristan Bernard que Simone Berriot, qui était la directrice du Théâtre Antoine, avait remonté avec Bernard Blier comme partenaire, et qu'elle avait remonté somptueusement dans des décors. C'est une pièce de 1900 qui avait été remontée magnifiquement. Et là, elle a fait une carrière donc, qui a continué au théâtre également. Voilà. La télévision, où on la voyait, a été... Alors, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de téléspectateurs, mais il y avait des émissions phares. Il y avait 36 chandelles de Jean Noin et La Joie de vivre de Henri Spade. La Joie de vivre était une émission publique qui était enregistrée, qui était filmée et enregistrée, enfin, qui était enregistrée pour la radio dans une salle qui n'existe plus, qui était l'Alhambra, à côté de la place de la République, une grande salle magnifique. Et là, il y avait La Joie de vivre d'un personnage où il y avait des invités. Donc, elle est allée plusieurs fois demander par la personne dont on fêtait la joie de vivre, et puis elle a fait elle-même sa propre joie de vivre, bien entendu. Où Édith Piaf, d'ailleurs, est venue, une fois de plus, et montée sur scène pour dire l'admiration et l'importance tout ce que Marie Dumas représentait pour elle. Mais il y avait également Mick Michel, qui était une jeune débutante, qui avait commencé, qui lui avait apporté des chansons quand elle était à Lyon. Et elle venait à Paris pour... Il y avait également Marie Marquet, il y avait Micheline Dax, et même moi-même qui avait 16 ans et qui avait dit un poème de Madame de Noailles. Bon, là, malheureusement, les images n'étaient pas encore... On a commencé à garder les images peu de temps après, mais les émissions étaient enregistrées pour la radio et différées retransmises en différé. Pour les gens qui avaient la télévision, alors là, les gens la voyaient, donc elle a fait beaucoup de télévision, dont malheureusement, la plupart, il y en a quelques images qui ont été filmées dans les dernières années, mais au début, c'était du direct, et là, il n'y avait pas d'image. Il y avait une émission, par exemple, très importante, qui a duré pendant des années, qui s'appelait Rendez-vous avec. C'était Jacqueline Joubert, qui était la speakerine la plus importante, la plus connue, femme de Georges Decaune, également partenaire d'ailleurs de Spade dans l'émission de La Joie de vivre, qui produisait l'émission. C'était une émission qui durait 3 quarts d'heure. Apparemment, je n'en ai pas retrouvé de trace. Et c'est évidemment donc très très fâcheux parce qu'il y a peu de documents vraiment où on puisse juger de ce qu'elle était elle-même sur scène. Et c'était sur scène qu'il fallait la voir d'abord. Voilà. Pendant de très nombreuses années, lorsque l'on prononçait son nom, les gens étaient... Tout d'un coup, je voyais qu'il changeait de visage, si vous voulez.
Et c'était un sentiment qui ça m'amusait presque. Moi, j'avais la conscience qu'elle était une artiste. Je l'ai vue énormément pendant toute la période où elle a été sur scène, parce que d'abord j'en avais le désir et qu'elle ne s'y opposait pas. J'étais très souvent en coulisses, j'étais dans la salle, quand elle répétait ici chez elle, enfin ici, dans l'appartement que nous habitions à l'époque, boulevard de Courcelles, je me mettais sous le piano et je lui donnais mes sentiments, je lui disais, elle écoutait ce que je lui disais quelquefois, et puis quand, à l'école, lorsque je voyais encore mon professeur me disait, je faisais signer un bulletin, et qui me disait, mais attendez, Marie Dubas, mais c'est Marie Dubas l'artiste. Et tout d'un coup, donc ça me donnait un sentiment effectivement un peu singulier. Et curieusement, j'ai été très frappé à mesure que le temps a passé et qu'elle n'était même plus là d'ailleurs, parce que ça a été quand même longtemps après qu'elle n'était plus de ce monde. Je me suis rendu compte que ça disait de moins en moins quelque chose aux gens. Et ça m'a aussi laissé un sentiment curieux, parce que j'estime qu'il y avait une injustice. Évidemment, je pense qu'on devrait se souvenir d'elle mieux qu'on ne se souvient aujourd'hui. Et en même temps, je lui en veux un peu, car elle est quand même grandement responsable dans la manière dont... La postérité ne l'intéressait pas, il faut le dire. La seule chose qui l'intéressait, c'était le public qu'elle avait devant elle. Donc, la radio, elle en faisait un peu contrainte et forcée, en essayant d'adapter des textes où on pouvait simplement se contenter de l'entendre sans la voir. Mais vraiment, le présent et l'avenir, oui, l'intéressaient, mais pas le passé. Et l'avenir pour elle, mais l'avenir sans elle, l'avenir après elle, ça ne l'a vraiment jamais occupé. Ça n'a pas occupé son esprit du tout. Donc, je crois qu'elle est quand même en partie responsable aussi du fait qu'on se souvienne si mal d'elle. Ouais. Si vous voulez, après avoir été transmahuté, comme je vous l'ai dit, être pendant toute ma petite enfance, j'ai été à Paris, nous avons quand même déménagé plusieurs fois. Du boulevard de Courcelles, nous sommes allés ensuite rue de Bruxelles pendant quelques temps. Et puis ici, nous sommes arrivés ici, donc où je suis depuis l'âge de mes 19 ans, si vous dire. Et là, j'ai vraiment plus envie de bouger du tout. Et comme j'ai pu le faire, alors là, je n'ai vraiment jamais été tenté de me dire, tiens, même quand je me suis retrouvé tout seul, vraiment, j'ai été casanier, et totalement casanier. Les choses ont été modifiées, comme je vous l'ai dit, lorsque ma mère est tombée malade. Elle est tombée malade quand j'avais 20 ans. Et là, elle a vécu pendant 14 ans dans des conditions de recluse, presque, on peut dire, puisque la maladie l'avait isolée. Elle ne voulait pas avoir contact avec les gens du métier. Elle ne voulait pas être vue diminuer. Dans les premières années, elle a pu encore aller et venir un peu. Après, elle a été totalement immobilisée ici. Et les quelques rares fois, il y a quelques sorties très, très rares, elle a voulu absolument aller entendre Marlène Dietrich à l'Olympia. Donc là, nous sommes allés encore. Mais Cocatrix lui avait dit, mais Marie, bon, écoutez, je vous mets... vous aurez des fauteuils au troisième rang. Ah non. Elle a dit, moi, vu comme je suis maintenant, je resterai dans le fond de la salle. J'arriverai quand la lumière sera éteinte et je repartirai avant qu'elle ne se rallume. Donc elle avait vraiment voulu s'isoler complètement du métier. Il y avait des artistes qui venaient la voir, il y avait des gens qui lui téléphonaient, mais à part quelques 2 ou 3 personnes vraiment qu'elle connaissait depuis qu'elle avait toujours vu et qu'elle a continué à voir, il y a eu Jacqueline François, avec laquelle elle n'était pas intime du tout, mais qui était une artiste qui avait beaucoup d'affection pour elle et qui lui envoyait des messages de tous les coins du monde, puisqu'elle faisait des tournées au Japon, en Amérique. Et quand elle passait par Paris, elle l'appelait au téléphone et elle disait « Marie, je voudrais venir passer un moment près de vous ». Et donc ma mère acceptait, mais c'était vraiment très, très exceptionnel. Donc elle a été coupée du métier et de ce fait, également moi-même. Mireille était venue aussi ici encore. Et puis il y a eu quand même un événement, s'il faut quand même qu'on en dise un mot.
Il y a eu, donc elle avait quitté, elle s'était arrêtée depuis déjà 2-3 ans. Et Radio Luxembourg, à l'époque, il y avait un homme exceptionnel qui était Pierre Yegel, le père de la comédienne Catherine Yegel, qui était un homme de radio, un homme de spectacle. Et à l'époque, il était à Radio Luxembourg, il avait eu l'idée de dire aux auditeurs, en fin d'année, c'était en 60 ou 61, ce serait gentil que vous envoyiez à des artistes que vous aimez mais qui ne sont plus en activité, à 2 artistes que vous aimez mais qui ne sont plus en activité, une petite carte de Bon Noël, on pense à vous. Donc il y avait Marie Dubas et Jean Lumière. Jean Lumière était, ça ne vous dit rien du tout. Et donc Jean Lumière était un artiste qui était un chanteur de charme, à peu près à l'époque de Tino Rossi, qui a eu une carrière, qui a eu un nom très célèbre. Peut-être, il n'a pas laissé le souvenir de Tino Rossi, car Tino Rossi a fait beaucoup de cinéma, il avait un physique avenant. Jean Lumière avait une voix tout à fait exceptionnelle et un grand talent d'interprète. Il n'avait pas un physique de jeune premier. Donc il a tourné un seul film, je crois, et il a donc été, il n'a pas laissé le même souvenir que Tino Rossi, bien entendu, mais il avait. Et alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que très souvent, dans plusieurs occasions, à l'ABC, Boulevard Poissonnière, donc qui était le musical le plus important, quand ma mère passait en tête d'affiche, elle avait avec elle Jean Lumière, qui lui finissait la première partie. Et il y a plusieurs spectacles où ils ont été ensemble. Et ils s'aimaient beaucoup, ils avaient de l'amitié pour eux, mais enfin, ils avaient de l'amitié l'un pour l'autre, mais ils n'étaient pas amis dans la vie. Et le public a répondu et a envoyé donc des milliers et des milliers de cartes qui sont arrivées par des sacs postaux. Et Pierre Yegel a dit, je vais venir apporter moi-même, il a appelé ma mère, il lui a dit, je vais vous apporter ces sacs postaux, vous allez voir, c'est vraiment, ça va vous impressionner de voir quand même que le public garde pour vous une telle affection, un tel amour. Et si vous le permettez, je viendrai avec une jeune artiste qui a envie de vous connaître, qui veut vous voir et pour qui vous représentez beaucoup, et qui s'appelle Barbara. Donc Barbara est venue ici avec Pierre Yegel, il y a des photographies qui ont été prises d'ailleurs, Dieu merci, et qui gardent ce souvenir, et Barbara, et ma mère avait eu l'occasion de l'entendre, Barbara, avant de tomber malade. Donc elle l'admirait aussi. Et ça a été vraiment un moment extrêmement émouvant et même très, très violent pour ma mère que de recevoir, parce qu'elle avait une émotivité décuplée par la maladie de Parkinson, qui vraiment avait joué sur son état nerveux, et elle en a été bouleversée. Elle en parle d'ailleurs ensuite dans une des dernières émissions qu'elle est accordée à la radio. Elle avait eu un entretien avec André Parinaud. André Parinaud était un journaliste de très grand renom qui avait fait des entretiens notamment avec Colette. Et il était venu, il avait une émission qui s'appelait La Pure Vérité, où il demandait aux artistes pas seulement aux artistes, aux personnalités qu'il venait interviewer, de parler sans phare, sans barrière. Et là, ma mère s'est laissée aller, a dit à quel point elle avait été bouleversée de recevoir des lettres, même qui étaient écrites en braille, dit-elle, et qu'elle avait reçu de gens qui avaient voulu lui manifester leur attachement et leur reconnaissance. Mais la chose qu'elle a dite pendant toutes ces années-là de réclusion, c'est qu'elle n'était pas malheureuse parce qu'elle pouvait rester avec nous, c'est-à-dire avec moi. Et les dernières années de sa carrière où elle partait en tournée étaient très pénibles. Elle souffrait de devoir être loin pour gagner sa vie, et ce n'était plus un plaisir pour elle que peut-être les conditions du métier avaient changé aussi, naturellement. Vous savez, le métier a beaucoup changé, naturellement. Dans les dernières années, il y a eu l'arrivée des yéyés. Bon, à l'époque, et ça provoquait une coupure avec les artistes, naturellement. Mais aujourd'hui même, si vous considérez ce qu'est la chanson d'aujourd'hui par rapport à la chanson française traditionnelle,
il y a vraiment une rupture complète. Le texte, l'émotion, ce qu'une chanson exprimait par les paroles et la musique, comme Yves Montand, comme Aznavour, comme tous les artistes que l'on connaît encore, Brassens, il me semble qu'il y a eu une modification puisque la musique, le rythme et comment dirais-je, la puissance du son amplifiée, ce qui n'était pas le cas même à l'époque où le micro est arrivé, dans les années d'avant-guerre, par Jean Sablon, comme vous savez qu'il avait lui-même importé d'Amérique, mais il y a eu une métamorphose dans le métier, et je pense qu'on ne peut pas dire que ce soit tout à fait le même aujourd'hui. Il y a des chanteurs qui ont beaucoup de talent certainement aujourd'hui aussi, mais ils n'exercent pas tout à fait le même métier, me semble-t-il. J'ai eu des artistes que j'ai aimés. Enfin, ma mère m'a fait connaître, je reviens à elle parce que forcément la question, grâce à elle, j'ai pu voir des artistes sur scène d'une part, que les gens même de ma génération ne voyaient pas, parce que ça ne les intéressait pas. J'ai vu par exemple, lorsque j'avais 10 ans, Fréhel, pour laquelle on venait de donner des galas, où ma mère d'ailleurs avait participé, auquel ma mère avait participé à son bénéfice, mais elle se produisait dans un cinéma, et je suis allé, elle m'a dit, écoute, je veux que tu entendes Fréhel, c'est une artiste qu'elle admirait énormément. Damia, je l'ai vue sur scène puisqu'elle partageait l'affiche ensemble de l'Olympia en 1955. Et j'avais 15 ans, là, j'avais quand même des souvenirs bien précis. J'ai vu Chevalier, j'ai vu Joséphine Baker, j'ai vu Lucienne Boyer était une amie, venait ici. Et après, j'ai eu les artistes que j'ai aimés, Cora Vauquer, Colette Renard, étaient des amis, Odette Laure, tous les artistes qui avaient eux-mêmes, d'une certaine façon, été, comment dirais-je, inspirés un peu par la carrière et par les chansons que ma mère avait chantées, qu'ils avaient reprises pour certaines d'ailleurs. La plupart, on avait repris des chansons que ma mère avait interprétées. Odette Laure avait repris Le Petit Officier de Marine, Cora Vauquer chantait Quand on vous aime comme ça, que Yvonne Guilbert avait donné à ma mère. Bon. Et puis, moi, j'avais une fascination pour Yvonne Printemps, que j'ai toujours d'ailleurs. Et j'ai voulu. Ma mère avait débuté, donc, avant d'être célèbre en tour de chant, elle avait donc été l'interprète de Sacha Guitry dans L'Amour masqué, où elle jouait une des deux soubrettes d'Yvonne Printemps. Je suis allé au théâtre voir Yvonne Printemps à la Michaudière avec elle, et ensuite je suis retourné seul, et je suis allé voir Yvonne Printemps dans sa loge. Elle m'a accueilli, Pierre Freinet m'a... Et je suis devenu proche. Ils m'ont considéré avec amitié, ils m'ont invité. Je les ai retrouvés dans de nombreuses circonstances, même quand ils ont joué une pièce qu'ils n'avaient pas encore jouée à Paris, à Biarritz, où j'étais là. Je suis allé les voir, ils m'ont invité à dîner. Ensuite, quand j'allais au théâtre, puis un jour, Yvonne Printemps m'a dit, mais venez à Neuilly. Donc je suis allé chez eux. Et vraiment, j'ai collectionné les disques 78 tours, ça c'était une de mes passions. Et je suis allé donc au marché aux puces pour trouver les disques que je n'avais pas d'Yvonne Printemps et de Sacha Guitry. C'était le commencement de ma collection qui ensuite s'est étendue à tous les artistes dont j'entendais parler ou dont je pouvais avoir la curiosité parce que ma mère elle-même m'en avait dit quelque chose. Donc ça a été une de mes grandes passions dans la vie de collectionner. Et j'ai non seulement collectionné les enregistrements, mais également ensuite les revues qui parlaient de spectacles et les programmes des spectacles. Donc je suis arrivé à avoir, disons, une certaine connaissance de ce qu'a été la vie artistique, la vie théâtrale, la vie du musical, pas seulement du musical. Et puis comme j'ai également un goût particulier pour l'art lyrique, donc que d'ailleurs je tiens également de ma mère, car ma mère, dès qu'elle avait une soirée libre, ce qui n'était pas souvent le cas, elle l'a dit d'ailleurs souvent, elle courait à l'opéra ou à l'opéra comique, et elle, ses idoles, c'était Georges Thill, c'était Germaine Lubin et Ninon Valin, qu'elle a connu d'ailleurs. Mais en même temps, c'est Yvette Guilbert qu'elle a vue sur scène quand elle a débuté, et Yvette Guilbert, elle, qui était en fin de carrière, mais encore très, très admirable, qui lui a appris ce qu'était justement l'art de la scène, l'art de la chanson, qu'elle a transmise
enfin qu'elle a transmis, pardon, à Edith d'une certaine manière. Là, il y a une continuité qui mérite d'être soulignée parce que elle est exacte, elle est véritable. Je n'ai pas le sentiment de quelque chose qui est lointain, qui est derrière moi. Ça participe à ma vie de tous les jours, ça me rend heureux. Je ne suis pas, alors là, évidemment, le temps a passé, la peine, la privation, l'absence, on la ressent d'une manière différente, on la ressent toujours. Mais en réalité, c'est pas vraiment une absence. Et là, je dois dire que c'est un peu particulier parce que grâce aux recherches que j'ai faites, et il a fallu que j'en fasse, il faut retrouver par exemple beaucoup d'enregistrements de radio en public, de témoignages de sa carrière, filmés, tout ce que j'ai pu retrouver m'a conduit à à rester en contact, si vous voulez, comme si pratiquement elle ne m'avait pas quitté. D'une certaine manière, c'est le sentiment que j'ai, en tout cas, très curieusement, et je ne l'ai pas seulement vis-à-vis d'elle, je crois que je l'ai vis-à-vis de tous les êtres qui ont compté dans ma vie et qui ne sont plus de ce monde. Je ne les ai pas... Il y a ceux qui n'ont pas compté et que j'ai oubliés, sans doute, auxquels je ne pense plus jamais, et ceux qui ont compté, auxquels je pense tout le temps, et qui font partie de moi, mais pas avec tristesse du tout. C'est une acquisition de la vie que je garderai avec moi, je crois, jusqu'au bout. Et puis après moi, bon, ça sera... Après, ça passera dans d'autres... La mémoire est quelque chose qui est important. La pire des choses, c'est de la perdre, je crois, vraiment. Alors là, je crois que c'est le plus grand malheur qui puisse s'abattre sur un être humain, c'est de perdre la mémoire. J'espère ça ne sera pas mon cas.